Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, un hôtel, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous aspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Je suis heureuse de vous présenter dans cet épisode le chef Guillaume Munthe, fondateur de Saveurs Parisiennes, un service de chef privé pour petits et grands événements pour les particuliers et les entreprises. En préparant cet épisode, je voulais vous faire découvrir toutes les bonnes pratiques que Guillaume avait appliquées pour se former à l'aspect commercial de son activité, ce qui n'est absolument pas son cœur de métier au départ puisqu'il est chef, mais pourtant indispensable pour faire de son projet un succès. Et Guillaume m'a tout simplement bluffé. On est allé beaucoup plus loin que prévu, car vous allez vite vous en rendre compte, il a un talent naturel pour la relation client et plein de bons réflexes qui vont vous inspirer. Guillaume a aussi un sens des affaires aiguisé et se creuse la tête pour se développer sans faire de compromis sur ses valeurs et sa vision. J'espère que vous êtes en forme, car cet épisode regorge de bonnes idées. Bonne écoute! Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast de la mafia des réservations. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Je crois que tu reviens de vacances. Comment vas-tu? Bonjour Clémence, je suis très content d'être avec toi sur ce podcast. Effectivement, je rentre à peine de vacances et prêt à redémarrer avec une semaine qui s'annonce très intense. Ah, super. On aime entendre ça en pleine crise de Corona. C'est ça. Ça nous met du baume au cœur. On a un petit peu de travail, donc autant en profiter. Ouais, bon, c'est top. Du coup, avant qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui et de ton entreprise Saveurs Parisiennes, je te propose qu'on revienne un petit peu en arrière et que tu nous expliques un petit peu comment ça a commencé pour toi, parce que tu es chef à l'origine, tu l'es toujours d'ailleurs. Mais du coup, est-ce que c'est une passion qui t'anime depuis toujours, depuis ta tendre enfance, ou est-ce que ça s'est révélé à toi un peu après, et comment? Alors, effectivement, je suis chef de cuisine et même avant d'être chef d'entreprise, je suis chef de cuisine, surtout. Euh, je suis dans la passion de la cuisine, ça a toujours été depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours aimé les bons petits plats cuisinés, les bonnes choses. J'ai toujours vu ma mère faire la cuisine et je crois que ça doit venir un peu de là. Je me souviens quand j'étais petit, euh, quand ma mère n'avait pas forcément le temps de faire à manger, elle faisait 3 pâtes avec du jambon. Et alors mes frères et sœurs étaient ravis, moi pas du tout. Euh, mais par contre, quand elle avait le temps et qu'elle cuisinait, qu'elle faisait un bon petit repas, alors là, j'étais aux anges. Oui, j'ai toujours aimé les bons produits, bien manger. Ça a toujours été naturellement, j'en ai fait mon métier. Mais t'avais personne autour de toi qui était dans le milieu. C'est toi qui ensuite est devenu professionnel. Tout à fait. Moi, je suis pas issu d'un milieu de famille de restaurateurs. Je suis rentré à l'école hôtelière et j'ai fait mon apprentissage je suis rentré à l'école hôtelière par moi-même. Donc, non, il y a pas d'antécédent dans la famille de restaurateurs. C'est vraiment une passion qui m'est propre. Voilà. Je, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 12-13 ans, les étés, souvent, on avait la possibilité de faire des journées un peu découvertes. Et souvent, il y avait le choix entre faire du catamaran sur le lac d'Annecy, parce que je suis originaire de là-bas, ou alors il y avait eu la possibilité pour moi d'aller faire un stage découvert dans une boulangerie. Et ben moi, je suis allé catamaran sur le lac d'Annecy. Je suis allé faire le stage dans la boulangerie. Je me souviens d'ailleurs de ce boulanger, il fabriquait des beignets aux pommes, c'était sa spécialité.
J'ai jamais eu la recette, mais en tout cas, c'est un souvenir assez mémorable parce que j'avais 13-14 ans à l'époque. Hein, donc, je m'en C'est souviens encore marrant ça. aujourd'hui, presque 17 ans plus tard. Ouais. Ah bah, de toute façon, on dit toujours que la cuisine, c'est lié aux émotions et que les odeurs et les saveurs, on a une mémoire qui est très intense sur cette partie-là. Donc en fait, c'est vraiment une histoire de cœur avec ce métier. Et tu commences ta carrière chez Ducasse, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, à la sortie de l'école hôtelière, euh, j'ai plusieurs opportunités qui s'ouvrent à moi. Et en fait, comme à l'époque, je me situais dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, j'ai fait mon école hôtelière là-bas. Euh, D'accord. En fait, à la sortie de l'école hôtelière, j'ai travaillé en saison dans un restaurant. Et en fait, au tout début de cette saison, le groupe Alain Ducasse, j'avais postulé en fait sur leur site à l'époque, m'avait proposé une place dans les gorges du Verdon. Et comme j'étais déjà engagé dans un restaurant de plage et pour pas faire faux bond, euh, j'ai décliné l'offre du groupe Alain Ducasse. Et ils m'ont rappelé 2 mois plus tard, à la fin de la saison estivale, pour me proposer une place à Paris, au centre de formation Alain Ducasse qui est à Argenteuil. J'ai eu 15 jours, 3 semaines pour quitter le sud et rejoindre la capitale, capitale dont je n'avais jamais mis les pieds, si ce n'est à Disneyland. Donc, D'accord. donc, ça a été voilà, c'était un peu le grand saut. Il a fallu 15 jours, 3 semaines pour un appartement, s'installer. Je quittais mes parents. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le centre de formation du CAS parce que je suis pas sûre qu'on connaisse tous bien ce qui se passe là-bas. Le centre de formation Alain Ducasse, alors Alain Ducasse a plusieurs écoles. Sur Paris, il en a deux. Il y en a une qui est dédiée aux professionnels et une qui est dédiée aux particuliers. Celle qui est dédiée aux particuliers, elle est à Paris dans le 16e. Moi, je travaillais sur celle qui était dédiée aux professionnels. Et donc, en fait, il y avait plusieurs modules de formation selon certains thèmes. Par exemple, cuisine de bistrot, cuisine 3 étoiles, cuisine sous vide, cuisine fusion Asie, cuisine déclinée sur des produits, sur la pâtisserie. Donc il y avait tout un panel et donc moi là-bas je travaillais avec les chefs formateurs, je les accompagnais sur les formations et donc en fait ça a été une chance inouïe de travailler dans ce lieu euh, car j'ai pu voir tout le panel, tout ce que pouvait faire Alain Ducasse dans le monde. Au niveau des cuisines, on faisait des formations pour des groupes de restauration collective sur des budgets qui étaient de 2-3 euros, comme pour des restaurants 3 étoiles. Et donc en fait, ça m'a permis d'acquérir un savoir-faire. J'ai vu énormément de choses, participé à beaucoup de projets, et ça c'est une expérience qui m'a énormément enrichi sur le plan du savoir-faire. C'est comme si tu avais fait un peu un tour du monde de la cuisine, mais en restant à un endroit. Tout est venu à toi. C'est ça, en restant à un endroit, j'ai appris, en fait, c'est simple, quand je suis arrivé là-bas, je sortais de l'école hôtelière, et en fait, c'est pas que j'ai mis entre parenthèses tout ce que j'avais appris, mais presque, et j'ai découvert, et j'ai réappris, au sein de l'école, Alain Ducasse, mon métier tel que je le pratique aujourd'hui. Ah oui, non mais c'est très intéressant. Et alors et du coup, parce que c'est vrai que souvent quand on sort d'école hôtelière, on veut aller travailler dans les grandes maisons, etc. Surtout quand on est passionné par son art. Toi, le fait d'aller en école, ça t'attirait. Tu te disais ah ça va être marrant, ou tu t'es dit testons et on verra bien. En fait, je me suis dit, c'est une super opportunité parce que on va voir beaucoup de choses. Et puis c'était une manière aussi de mettre un pied à l'étrier dans une grande maison comme Ouais. celle du Alain Ducasse. Et puis après, je me suis dit, bah, on verra ce qui se passera ensuite.
parce que les cuisiniers ont plus d'affinité avec telle ou telle cuisine. Et comme là-bas, on fait aussi bien de la cuisine de bistrot que de la cuisine étoilée, que de la cuisine pour des restaurants à thème, je me suis dit que j'allais forcément trouver la voie dans laquelle je voulais aller. Et voilà. Et donc je me suis dit que c'était une meilleure opportunité que d'aller directement dans un restaurant étoilé ou Dans dans un un restaurant. bistrot. Voilà. Mm. Ça me permettrait de voir plus de choses. Et j'ai aucun regret là-dessus. Ah bah, t'as eu raison. Et alors du coup, tu dis, je me disais que j'allais trouver ma voie en ayant la chance de pouvoir voir énormément de choses. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a eu des révélations? Oui, déjà la révélation, ça a été le fait que je suis en parfaite adéquation avec ce que fait le chef Alain Ducasse, avec sa cuisine, avec la manière dont sont préparés, transformés, cuisinés les produits. Je m'y retrouve complètement. J'ai déjà travaillé, fait des stages dans des restaurants euh, où je n'étais pas en adéquation avec la cuisine du chef, et c'est difficile de travailler dans un endroit où ben voilà, on apprécie, c'est pas qu'on apprécie pas, mais on n'est pas en adéquation avec le thème du restaurant, hein. Et Hmm. donc là, je me suis retrouvé complètement, c'est-à-dire que dans le groupe Alain Ducasse, c'est vraiment la place au produit, on le met en valeur, on le sublime, on va prendre le meilleur produit pour le rendre parfait dans l'assiette, sans apporter des fioritures qui ne servent à rien. D'accord. Donc ça a été le premier, le premier, la première brique importante. C'est ça. Euh, et est-ce que parce que suite à tu es passé par Alain Ducasse et ensuite tu t'es tout de suite lancé à ton propre compte, c'est ça? Non, alors chez Alain Ducasse, donc Non. au pôle de formation, j'y suis resté 2 ans et demi. D'accord. J'ai vraiment eu le temps de voir et de revoir et de re-revoir tout ce qui se faisait. J'ai pu travailler avec une dizaine de chefs formateurs, ce qui n'est pas rien au quotidien. Alors Oui. c'est pas facile. D'une part parce qu'on a 10 chefs et donc on a toujours un peu des sons de cloche différents. Donc, mais en même temps c'est une force parce que ça permet d'engranger encore plus de savoir-faire. Et, Ouais. euh, et puis au-delà de ça, on fait des rencontres qui sont passionnantes. J'ai vu plein de chefs 3 étoiles. À l'époque, il y avait Christophe Saint-Agne, Franck Ceruti du Monaco, du 15 à Monaco, et tant d'autres. Alberto Herraiz, notamment aussi, j'ai déjà rencontré. Euh, et donc, tout ça, c'est une force. Et, voilà. Et après, au bout de 2 ans et demi, le groupe Alain Ducasse s'est associé avec un groupe de restauration et ils ont créé une espèce de restaurant d'entreprise haut de gamme, un cabinet d'avocats sur Paris, dans le 8e. Et, euh, et donc, j'ai vu les préparatifs de ce restaurant, c'est-à-dire les testings de recettes, les mises en place. Et en fait, 1 an après l'ouverture de ce restaurant, on m'a proposé d'y aller. Et donc, j'y suis allé. Et donc là, j'ai pu découvrir les aspects de la restauration dite d'entreprise, ce qui a été très intéressant sur le plan de l'hygiène, sur la façon dont on doit faire quand on est face à un gros volume de couverts. Euh, alors à l'époque, je ne le savais pas, mais aujourd'hui, ça me sert dans mon entreprise, dans mon quotidien. Oui, oui, oui. Oui, enfin, nos auditeurs vont vite comprendre pourquoi ça te sert, mais moi, je comprends déjà. Ok. Et donc ça, tu y restes aussi 2 ans Deux et ans et demi, demi, parce que 2 ans et ouais, c'est ça. demi, je gravis les échelons et au bout de 2 ans, il y a un deuxième restaurant qui est ouvert. Donc moi, je travaille un petit peu entre les deux. Et puis là, en parallèle de ça, je commence à monter ma petite activité euh, au départ de chef à domicile. Alors, pourquoi chef à domicile? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors, en fait, je voulais faire des extras. Donc ça a commencé en 2014-2015. Je voulais faire des extras sur mon temps libre le week-end, le soir, mais je ne voulais pas être dépendant
d'un patron, d'un restaurant ou de telle et telle entreprise. Je voulais être vraiment totalement libre de mes choix et ne pas faire des extras un peu forcés, un peu imposés. Et donc naturellement, je me suis dit, bah, je vais faire des. Et puis j'avais déjà ce goût aussi d'un peu d'entrepreneuriat. Et donc je me suis dit, je vais faire du chef à domicile. Et donc ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé comme ça. Et comment je me suis fait connaître, comment j'ai fait. Je me suis inscrit sur la plateforme qui s'appelle La Belle Assiette, une Oui. plateforme de chef à domicile. Donc en 2014, à cette époque-là, eux, ils étaient un peu au tout début. Ça venait de se lancer. Ce service sur Paris était vraiment assez prémisse. Et voilà. Et 6 ans après, d'ailleurs, je suis toujours sur cette plateforme. D'accord. Donc oui, c'est une longue histoire avec la belle assiette. Tout à fait. Mais ça, c'est d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, si parfois vous cherchez des chefs pour certaines de vos animations ou autres, ça peut être une idée d'un endroit où vous pouvez aller fouiller pour trouver des chefs qui vont vous correspondre. Donc, tu commences par la partie chef à domicile. À quel moment tu te dis je vais faire ça à 100%? Alors j'ai commencé fin 2014. Pendant Ouais. un an, donc j'étais encore dans mon entreprise chez Alain Ducasse. Et pendant un an, donc je faisais du chef à domicile. Et au bout d'un an, bah, j'avais tellement de boulot parce que c'est allé très très vite. Hein, les premiers clients, après il y a le réseau qui commence à se tisser, on en parle à droite à gauche, et puis ça va assez vite. Et puis on se retrouve assez vite dans une spirale infernale où bah, on a son boulot, on va dire du lundi au vendredi, sa petite entreprise qui commence à grandir aussi. Et à la fin, on travaille 7 sur 7. Et là, on se dit, il faut prendre une décision, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, je prends le risque de partir pour m'y consacrer pleinement à cette activité. Et donc, en euh, fin 2015, voilà, le groupe Alain Ducasse et je me consacre pleinement à mon activité de chef à domicile. Et au départ, tu ne fais que ça. Quand tu quittes Alain Ducasse, tu ne fais que du chef à domicile ou tout de suite tu mets en place la partie traiteur Alors, je ne fais que du chef à domicile et en entreprise. C'est-à-dire qu'à domicile, on est vraiment chez les clients dans leur c'est dans leur cuisine, on va faire un dîner ou un déjeuner qui sont pour eux perso. Ou alors, parfois, maintenant, ça se fait de plus en plus, on a des chefs d'entreprise qui reçoivent chez eux parce qu'ils sont dans un cadre un peu plus intimiste. Et puis, et en entreprise, chef en entreprise, on va faire la même prestation qu'on peut faire à domicile, mais on va le faire en entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des petites cuisines équipées, qui ont des salles à manger de direction, et qui peuvent se permettre de recevoir un chef. Et en plus, toi, avec ton expérience sur les ouvertures de restaurants d'entreprise, tu connaissais déjà bien ce monde. Donc, c'était assez simple pour Oui, toi aussi, j'imagine. oui, oui et non, parce que c'est vraiment un autre métier. Si on le voit sous cet angle-là, des ouvertures, en fait, c'est comme si j'en faisais une à chaque nouvelle prestation, parce que les lieux sont D'accord. différents, on ne Les sait pas attentes sont forcément différentes. sont différentes, on ne sait pas quels outils, même si on fait un débriefing, parfois on arrive, bah, on n'a pas les outils qui étaient prévus au départ, on ne connaît pas forcément la taille de la cuisine. Parfois on arrive, on a une cuisine de 3 mètres carrés et on a 10 couverts en face. Parfois on arrive et on a une cuisine qui va faire 60 mètres carrés et on n'aura que 4 couverts. Donc on voit tout. D'ailleurs, ça va faire 6 ans, ça a fait 6 ans et je n'ai toujours pas trouvé le temps de m'ennuyer. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plutôt une bonne chose. Ok, donc ça commence avec donc chef à domicile, chef en entreprise. Et comment ça est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as évolué vers ce que tu es aujourd'hui et l'ensemble de tes activités qu'on détaillera quand tu Oui, nous auras expliqué un peu ton évolution. oui. Alors en fait, aujourd'hui, c'est vrai que on se dit traiteur. Alors
j'aime pas trop qu'on parle de traiteur. Je me considère plus comme un chef privé, euh, plutôt que traiteur. Traiteur, parfois, ça peut souffrir un peu d'une image négative parce qu'il y a beaucoup de monde sur ce créneau-là et malheureusement, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui font pas forcément leur métier comme il faut, comme il faudrait. Euh, donc moi, je me considère vraiment comme un chef privé pour tout type d'événement. Comment on est arrivé à faire des réceptions plus grosses? Parce qu'en fait, on se considère traiteur à partir du moment où on commence à faire des mariages, on commence à faire des événements plus gros. En fait, tout On appelle ça les événements d'ampleur. C'est-à-dire qu'à voilà, partir du moment où il y a un certain volume de personnes, ça demande des besoins en termes de production, mais après aussi en termes pour délivrer la prestation qui sont un peu différentes que quand tu t'occupes de 10 ou 15 couverts à table. tout à fait, il y a des moyens logistiques et humains qui sont beaucoup plus importants. Forcément, Donc c'est comment pas la tout même ça arrive? Comment tout ça arrive. Alors, déjà, je vais faire une petite aparté. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'avais fait mon stage de troisième chez un traiteur et organisateur de réception. Alors, simplement parce que à l'époque, mes parents travaillant beaucoup, il était à côté de la maison, donc c'était assez facile. Et j'avais pas trop aimé en fait. J'avais pas trop aimé parce qu'il y avait pas de il y avait pas de service, il y avait pas de clients qui venaient, et on préparait une assiette et on l'envoyait. Tu Bon étais en après, cuisine de production et du coup, tu étais un peu déconnecté après du c'est client. Oui, D'accord. il y avait pas de service, de coup de feu, voilà. C'était vraiment de la mise en place en amont. On faisait de la cuisine, mais voilà. Bon après, c'était un stage découverte. J'avais passé la quasi totalité de mon stage à éplucher des oignons. Donc, donc forcément, en partant de là, je me suis dit que je ferais jamais traiteur. Mais bon, j'avais 14-15 ans, hein, donc voilà. Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Tout simplement, au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, on a commencé à me demander à organiser des réceptions de plus en plus grosses. Donc, euh, j'ai réellement en fait appris euh, à envoyer 2 couverts, puis 4, puis 10, puis 50, puis 100, puis 500 couverts. Euh, c'est un métier que restaurateur. C'est une autre mise en place, c'est une autre logistique. Donc j'ai appris mon métier sur le tas parce que finalement moi j'étais cuisinier de restaurant. Oui, Donc d'accord. j'ai appris ça. Mais finalement, quand on envoie 2 couverts ou 500 couverts, la logistique va rester grosso modo la même, seul le volume va changer. Donc en fait, on en est arrivé là tout simplement parce qu'on m'a demandé ah bah vous voudriez pas faire mon mariage, vous voudriez pas faire le baptême de mon fils, vous voudriez pas faire notre dîner de gala. Et puis ben en fait, petit à petit, ça a grandi comme ça au fur et à mesure. Après, on a aussi pris des initiatives de se mettre sur des sites pour être référencés, par exemple pour faire des mariages, pour cibler ce genre d'activité. Tu peux nous donner des noms de sites avec lesquels tu travailles, si ça te dérange pas? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on est référencé sur mariage.net et ZenQ, qui sont 2 sites spécialisés dans le mariage. Avec qui tu as Voilà. un trafic intéressant. Voilà, avec qui j'ai un trafic assez intéressant. Les gens, en fait, sélectionnent leurs prestataires dans la région où ils veulent. Et puis après, donc, ils regardent notre plaquette de présentation, nos menus, notre savoir-faire, les avis d'anciens clients. Et après, ils peuvent nous contacter de cette manière-là. D'accord. Et au niveau de ta relation, parce que ça c'est un grand sujet, il y a des sites qui apportent des clients avec qui la relation est très fluide et il y en a d'autres avec qui c'est un peu plus compliqué. Sur ces sites de mariage, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu trouves que le site en lui-même qui t'apporte les clients ont une bonne entente avec toi, ont un respect de ta façon de fonctionner, ont un respect de ton entreprise? Enfin, en tant qu'apporteur d'affaires, est-ce que tu es satisfait de ton expérience avec eux? Oui, après, ce ne sont que des sites de mise en relation, c'est-à-dire que en fait, les clients vont nous sélectionner dans un catalogue. Donc, la relation se fait vraiment avec le client. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pour habitude de dire, on ne peut pas manger la cuisine de quelqu'un que l'on ne va pas apprécier, et on ne peut pas cuisiner pour quelqu'un que l'on ne va pas apprécier. Il faut qu'il y ait un feeling. Et donc, c'est vrai que moi, je m'efforce
tous mes clients. Je construis une relation. Euh, on va prendre le cas d'un mariage. Un mariage, ça coûte très cher. Le traiteur, c'est un des plus gros postes. Et donc, on a besoin d'être en confiance avec son traiteur ou avec son chef. En l'occurrence, nous, on est plutôt chef. Et donc, c'est vrai que les clients chez nous, ils sont pris en charge directement par moi, du début jusqu'à la fin. D'accord. Toi, quand tu reçois une nouvelle demande de prestation, à chaque fois, tu vas avoir une conversation avec le client. Tout à fait. Je vais appeler en personne les clients pour faire un point avec eux, discuter, échanger avec eux, se présenter. Je vais les recevoir, on va se rencontrer ou je vais aller les rencontrer chez eux. Et en fait, il y a toute une relation qui se crée. Et même encore aujourd'hui, je suis encore en relation avec des mariés qui se sont déjà mariés il y a plusieurs années avec nous. C'est c'est la façon dont je vois les choses. Je pense que c'est, je pense que ça part de ta personnalité, mais commercialement, c'est une très très bonne façon de faire. Parce que bah, parce qu'en fait, tu crées un lien qui est lié aussi à ta personnalité. Et moi, je pense que à long terme, c'est des stratégies qui sont très gagnantes sur le fait que les gens vont pas comparer forcément tes prix ou tes plats avec d'autres traiteurs. Ils vont comparer l'incomparable, c'est-à-dire qu'ils vont comparer le lien et la confiance qu'ils ont en toi. Donc, donc a priori, tu pars gagnant. C'est ce que je dis en fait à tous mes clients, c'est qu'en fait, comme nous, on est vraiment plus sur l'axe chef privé, euh, pas vraiment être comparé à d'autres traiteurs, hein. Parce que la relation, elle est différente. J'ai pas une armada de commerciaux qui vont faire le travail de commercialisation du produit. Et puis derrière, ça passe dans les mains d'un chef de produit, d'un chef de cuisine, et puis à la fin, un responsable maître d'hôtel. Alors moi aussi, j'ai une assistante commerciale, mais elle va faire le dossier derrière, elle va mettre en place le dossier, elle va m'assister, mais le lien privilégié avec les clients, c'est moi. Voilà. Ah ouais. Euh, Non, puis je pense que toi aussi, c'est une façon, enfin, j'imagine que c'est aussi une façon de te faire plaisir dans ton métier, c'est-à-dire que tu prends plaisir à aller rencontrer les gens pour qui ensuite tu vas imaginer leur événement et les cuisiner pour eux et y mettre de l'émotion aussi. Donc j'imagine que c'est aussi pour toi une façon de t'épanouir dans ton métier. Bien sûr, de toute façon, c'est un métier où on est dans l'émotion gustative. Oui. Je suis pas là pour faire du chichi. Euh, je traite mes clients un peu de, comment dire, c'est, je fais pas de différence entre un client qui sera, on va dire, très riche ou une personne plus humble. Je vais rester pareil en fait. Ma préoccupation, c'est la cuisine, c'est ce qu'on va mettre au cœur de l'assiette. Après, on apporte un service qui est à la hauteur de nos exigences, mais je reste très naturel avec tous mes clients. Ouais, je comprends. Super. Bon ben, on a entendu plein de choses intéressantes. Là, je suis un peu excitée. Du coup, juste pour revenir un petit peu sur parce que tu disais, je vais proposer aux gens de venir, etc. Du coup, comment ça se passe? T'as des cuisines de production et puis t'as peut-être un petit local où tu peux accueillir les gens. C'est quoi le format Voilà, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc il faut bien comprendre que Saveurs Parisiennes, donc mon entreprise, c'est du chef à domicile, du chef en entreprise. Ça, c'est un petit peu la carte de notre savoir-faire, c'est un peu notre vitrine. Et puis après, il y a tout l'événementiel, les mariages, les événements d'entreprise, les dîners de gala, les baptêmes, les anniversaires, Mhm. tout ce qui peut s'approcher de loin ou de près à des événements, c'est là va être la partie, on va dire entre guillemets traiteur, hein. Mhm. Même si bon, ce mot-là, c'est je le mets On vraiment va dire chef privé. voilà. Euh, et donc, j'ai perdu le fil. Non, on parlait de comment tu t'organisais au niveau de tes locaux entre la Donc, cuisine et la production, etc. aujourd'hui, on a un local dit de production avec mon atelier, donc l'atelier, les cuisines, les bureaux.
et un showroom, un espace dégustation que nous avons donc sur Poissy, sur la ligne du RER A, sur Paris. C'est vraiment l'endroit où je reçois les clients. Après, on a un autre projet. On a un projet, alors, on aurait dû réaliser peut-être cette année, mais qui sera reporté à plus tard. Euh, j'ai le projet de créer au milieu de ma cuisine, on va faire des travaux évidemment, mais de créer au milieu de la cuisine un espace dégustation. Et ce que je veux, c'est pouvoir recevoir les clients dans ma cuisine, en plein milieu, pour qu'ils puissent déguster et voir un peu l'effervescence de ce qui peut se passer. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul dans l'entreprise, nous sommes 5, donc il y a un peu d'effervescence euh, dans la Oui, cuisine bien et sûr. c'est un lieu que j'aime partager, j'aime recevoir dans ma cuisine les Oui, gens et donc on a ce projet-là. ça fait partie de qui tu es, de ton quotidien, et comme tu veux créer un lien avec tes clients, ça fait sens. Mais c'est une très bonne idée. Ça ressemble un petit peu à ce que font les chefs avec leur table du chef qui sont en cuisine, Tout où à ils fait, peuvent accueillir des tables un peu spéciales tout à fait, pour des événements spéciaux. on est un petit peu sur cette idée-là, voilà, pour recevoir nos clients, les mettre en bonne condition. On veut se démarquer de ce qui peut se faire à côté. On a certains confrères qui vont faire des dégustations d'un tiers groupé, ils vont recevoir tous leurs mariés d'un coup, ou alors il y en a, ils vont pas faire de dégustation, ou alors il y en a, ils vont être reçus dans un bureau. Nous, encore une fois, on essaie de se démarquer en faisant les choses un peu différemment. Non, mais c'est très intéressant parce que enfin, je sais pas si c'est réfléchi ou si c'est juste naturel et c'est qui tu es et du coup tu réfléchis par rapport à qui tu es et tu fais les choses avec un petit peu d'instinct, on va dire. Mais euh, tout ce que tu me racontes c'est une stratégie très tournée sur ton expérience client et, euh, et je trouve ça super. Enfin, c'est vraiment la table du chef. Je trouve ça génial. Le fait que tu les appelles tous pour créer un lien avec eux, comme c'est toi le visage de la compagnie aujourd'hui. Ça évoluera peut-être, mais en tout cas aujourd'hui c'est toi. C'est super qu'ils puissent avoir un lien direct avec toi. Généralement, les chefs sont très inaccessibles. On, on achète la marque, le nom du chef comme une marque, mais c'est pas toujours le cas qu'on puisse directement échanger avec lui. Donc non, c'est bravo, Oui, c'est super, je non, trouve. non, c'est important. Les clients ont contact avec moi et le jour de l'événement, euh, j'ai aussi évidemment une équipe de chefs qui est mobilisée sur des événements. Hein. Je ne vais pas vous Bien mentir, sûr. je ne peux pas être tout seul à faire des événements, mais les clients, le jour de l'événement, je suis là. Les gens, les mariés me voient, les clients me voient, et c'est important. Ouais. Non, mais c'est top. Alors du coup, parce que je reviens un petit peu à ce que tu me disais, tu me dis je suis inscrite sur des sites de mariage, etc. Justement, ça m'intéresse parce que tu es partie, donc tu t'étais inscrit sur La Belle Assiette, tu avais commencé ton activité de chef à domicile. Est-ce que juste avec La Belle Assiette et le bouche à oreille, ça t'a permis de créer ton vivier, ou est-ce que tu as dû avoir d'autres actions pour te faire connaître, Alors, pour avoir assez de volume de demandes au quotidien? alors, en fait, je suis quelqu'un, j'ai misé effectivement un peu sur le réseau, le bouche à oreille à l'ancienne, et Ok. finalement, c'est le meilleur, la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Euh, C'est le Ça plus prend du solide. temps. Donc au départ, voilà, la belle assiette, et puis bon, petit à petit, les gens parlent de vous. Il y a que deux trois articles de presse qui sortent, ça donne un petit coup de boost. Et après, on commence à investir dans du marketing et on prend dans de la communication, du marketing, et on commence à se mettre sur des sites spécialisés comme mariage.net et Zenq, comme j'en parlais. Et ça ramène du client, mais qui va être vraiment spécialisé sur un certain domaine d'activité comme le Oui. mariage, par exemple. Tu vas choisir. Alors moi, j'appelle ça les canaux, euh, les canaux par lesquels tu vas aller te diffuser pour aller recruter des clients. Et donc ces canaux, tu as décidé de choisir des canaux qui étaient assez niches.
Comme ça, tu sais que sur tel canal, tu vas toucher telle cible, c'est ça ce que Tout tu à me fait. De dis? toute façon, je considère que mon entreprise est sur un marché de niche. Déjà, le chef à domicile, c'est un marché de niche. Et aujourd'hui, prendre un chef privé pour son mariage, euh, c'est un marché de niche. Donc, aujourd'hui, on communique pas plus que ça, et tout se fait par bouche à oreille. Mais Et tu mets voilà. beaucoup, beaucoup d'énergie sur justement toute la prise en charge et toute l'expérience que tu fais vivre aux clients. Donc en fait, tu ne dépenses pas de temps et peut-être de budget sur ta diffusion sur plein de canaux en ligne, etc. Mais par contre, tu dépenses du temps et du budget à t'occuper d'une certaine façon de tes clients et donc de les fidéliser, de faire en sorte qu'ils vont avoir envie de parler de toi à leurs amis, à leurs collègues, etc., etc. Donc c'est une stratégie aussi finalement. Ce qui me Alors, fait rebondir sur une autre. Ah pardon, vas-y. il y a aussi une nouveauté pour cette année. C'est que nous allons apparaître pour la première fois dans un guide, qui est le guide Goemio, pour la région Île-de-France. D'accord. Apparaître là au mois de septembre, il va pas tarder à sortir. Ouais. On sera dedans dans la catégorie des chefs à domicile. Super. Euh, et donc ça va être un nouveau canal de recrutement de L'acquisition. clients. Écoute, je ne savais pas, tu m'apprends quelque chose, je suis ravie. Je vais aller fouiner sur ces histoires. Euh, je voulais te demander, justement, par rapport à tous ces sujets un peu commercial, marketing, communication, comment tu as fait? Parce que ton cœur de métier, c'est de cuisiner. Je sais, du fait de mon expérience, j'ai travaillé moi avec beaucoup de chefs. Je sais que c'est pas toujours des sujets qui sont simples pour tout le monde, surtout quand on fait plein d'autres choses toute la journée que de faire ça, que de faire du marketing ou du commercial. Donc, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu es accompagné? Est-ce que tu t'es formé? Comment ça s'est passé pour toi pour appréhender toute cette partie-là? Ou peut-être que tu avais un bon sens commercial naturel. Voilà, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour toi. Alors, en fait, c'est une des raisons pour laquelle j'assure un peu moi-même la commercialisation, ma propre commercialisation, parce que finalement, je me vends moi. Donc, qui mieux que moi peut parler de moi? Qui mieux que moi peut parler de mes produits, de ma cuisine, de ce que je fais? Ben, en fait, il y a moi. Euh, En fait, le côté être bon commercial, je pense que c'est un peu naturel chez moi. J'ai un peu cette fibre-là. Euh, T'es à l'aise. je suis à l'aise avec le client. Je sais vendre. Voilà, j'ai une manière de faire aussi, euh, notamment pour mettre en relation les clients. Et ça va avec toute la stratégie dont on a parlé précédemment sur la manière de faire. Maintenant, c'est pas si simple que ça. Moi, je suis un cuisinier avant tout. Donc au départ, c'est vrai qu'on apprend un peu sur le tas, on tâtonne, on recommence souvent. Des fois, on cherche aussi des outils pour se faciliter la vie. Moi, je suis un cuisinier avant tout, et donc je veux pas passer mon temps derrière mon bureau, mais plutôt dans mes casseroles. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une assistante commerciale euh, qui est là, qui prend le relais, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu mes clients au téléphone, que je leur ai expliqué comment ça allait se passer, c'est plutôt elle qui va faire la rédaction du devis et qui va faire un peu tout le suivi, un peu logistique organisationnel qui est, je le reconnais, un peu moins ma tasse de thé. Moi, je suis quelqu'un, j'adore parler, j'adore échanger avec les clients. Euh, mais après, pour ce qui est du reste, le côté un peu informatique, je Oui, suis un peu moins fan. la partie administrative, la partie suivi, etc. C'est pas forcément ok. Mais du coup, sur toute ta façon de comment dire
La façon dont tu as imaginé comment tu accueilles le client quand il fait une nouvelle demande, quand je parle d'accueil, ça peut être un accueil par téléphone, le fait ensuite de mettre en place une visite, de décider d'aller sur tel ou tel canal. Tout ça, ça s'est fait un petit peu naturellement. Tu as écouté tes intuitions. Oui, en fait, déjà, la première chose dont je fais, c'est que une fois qu'on a eu le téléphone, client le téléphone, Oui. euh, on organise une dégustation s'il valide le devis et je reçois toujours mes clients autour d'une coupe de champagne de sorte à ce qu'on soit à l'aise, que ce soit bien. J'aime recevoir dans de très bonnes conditions. Euh, j'ai besoin, voilà, de choyer mes clients qui se sentent un peu uniques, un peu spéciaux, mais sans non plus en faire trop. Hein. Le bon vieux commercial à l'ancienne qui sort le champagne pour vendre sa voiture, c'est pas moi. Ça, c'est pas ma façon de faire. Moi, c'est vraiment naturel. C'est Alors, ma façon. t'es pas dans t'es pas dans une stratégie où tu dis je vais leur sortir le champagne comme ça c'est sûr qu'ils vont signer. C'est parce que ça te fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Quand je reçois des fois un fournisseur ou j'ai toujours quelque chose à grignoter, toujours Ah quelque bah je chose vais à venir, boire. hein, Guillaume. Hein. Arrête de me dire ça. Hein. Tout avec plaisir, hein, on te recevra avec grand plaisir. Alors juste Euh, pour que vous compreniez, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Guillaume et moi, Guillaume fait partie des clients de Booking Check. Donc c'est pour ça je fais partie de ses fournisseurs et c'est pour ça que je faisais une petite blague parce que c'est pas forcément tout le monde ne sait pas forcément qui est client chez Booking Check. Donc comme ça vous comprenez pourquoi je dis à Guillaume si tu sors les grignotages pour les fournisseurs, je vais peut-être venir faire des tours. Euh, oui, donc pardon, j'ai bifurqué. On revient au... Même avec tes fournisseurs, tu vas avoir ce plaisir de les voir en vrai, de partager un moment. Tout à fait, c'est du savoir-vivre, je pense, et c'est important. Sinon, on est déconnecté de la réalité, en fait. Mm. Si on est enfermé dans sa cuisine, voilà. Voilà. Et donc pour en revenir sur la partie un petit peu commerciale, effectivement, nous travaillons ensemble hein, avec Booking Check depuis quelques semaines, au milieu du confinement, si je dis pas de bêtises, Ouais. fin de confinement, je ne sais plus trop. Et ça, d'ailleurs, ça a été, j'ai cherché pendant très longtemps, très très longtemps, euh, un outil qui pouvait me faciliter la vie. Euh, où je pouvais retrouver dans un seul et même outil à la fois les devis, les clients, les téléphones des clients, mes prestations, parce que forcément, Mm. quand on est La à gestion de domicile et l'agenda, ouais. qu'on a 5 événements organisés par mois, c'est pas pareil que quand on en a une trentaine. Ouais. Et donc, c'est vrai que Booking Check, ça a été pour moi un outil un peu révélateur. Et aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer. Hein, Oh, une fois c'est merveilleux. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Je suis ravie. Mais c'est vrai qu'en plus, comme tu disais, toute cette partie un peu administrative, suivie, c'est pas forcément ta tasse de thé. Et nous, on estime que justement, on est aussi là pour enlever toute la partie où vous n'avez pas forcément de grande valeur ajoutée, faire des devis. Ah, une fois qu'on en a fait 10, les 50 suivants sont identiques. Les prestations changent, mais il y a rien de, voilà, il y a rien d'intéressant. Alors que rencontrer son client, prendre le temps de l'écouter pour savoir ce qu'il veut, ça c'est une grande valeur pour la relation qu'on construit avec son client, la fidélisation, pour faire en sorte que l'événement se passe comme le client l'a imaginé. Et là, vous avez besoin qu'on vous dégage du temps. Donc oui, je suis contente que ça t'ait permis de te dégager de toute cette partie où bon, il n'y a pas grand intérêt à y passer beaucoup de temps. Tout à Et fait. c'est ce que j'essaye de faire, D'autant, donc je suis contente que ça soit dans ce sens-là. tout à fait. Et d'autant plus que c'est vrai que là, nous, on veut, et on travaille toujours là-dessus, hein, à rendre l'expérience client la plus, comment dire, la plus unique possible. C'est-à-dire que je veux que chaque client, chaque mariage, même si c'est le même menu, je veux que la prestation soit différente.
Oui. Je ne veux pas faire du mariage à la chaîne. Je veux vraiment qu'on soit dans la personnalisation et qu'on pousse au plus loin la façon dont on peut organiser l'événement. Du coup, alors c'est intéressant que tu me parles de ça parce que je voulais te demander justement quelles sont les frontières de saveurs parisiennes. Est-ce que toi tu t'occupes uniquement de la cuisine et au-delà de ça tu renvoies les gens vers d'autres prestataires où ils se débrouillent, ou est-ce que tu peux intervenir sur d'autres territoires que la cuisine? Comment ça Alors se... non, non, aujourd'hui on ne fait pas que de la restauration. On a tout un vivier de partenaires avec qui on travaille. Donc si un client veut un clé en main, on va savoir le faire parce que j'ai su créer un tissu de partenaires comme des fleuristes, des DJ, des cavistes, euh, des décorateurs. Donc Oui, tout ce les réseau-là, animations aussi. Ouais. permet de créer la réception. Aujourd'hui, moi, j'ai une façon de faire qui est encore un peu différente. C'est-à-dire que je vais mettre en relation. Voilà, je vais donner des coordonnées, je vais recommander fortement, mais après, je ne vais pas intervenir dans je vais pas intervenir dans le dossier. Sauf pour les entreprises, où les entreprises n'ont pas forcément le temps de, de s'occuper de tout ça, et donc on va gérer un peu pour eux. Mais pour un couple qui va se marier, je vais leur recommander tel et tel prestataire, et puis après, je vais les laisser faire. Voilà. D'accord. Et du coup, alors ça m'intéresse sur donc quand tu es chef en entreprise et que tu t'occupes de sélectionner d'autres prestataires à la demande du client, est-ce que c'est quelque chose que tu vas facturer? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un autre package, ou est-ce que tu l'inclus et peut-être que tu as un partenariat avec certains partenaires? Comment ça se Alors, passe? on a plusieurs façons de fonctionner. Si par exemple, on a un petit dîner et puis le client il veut une composition florale, je vais tout simplement aller voir la personne avec qui je travaille, je vais lui commander et après je vais refacturer au client. D'accord. Euh, mais parfois, notamment avec le vin par exemple, on a des personnes avec qui on travaille. Il faut savoir que le vin, on marche très peu là-dessus et en fait on fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que pour pas si par exemple j'achète un champagne à 20 euros chez un fournisseur, le client va savoir de qui il s'agit, le fournisseur forcément. Pour pas le Oui. facturer plus cher et rester toujours sur un niveau de prix, on va plutôt aller commissionner notre fournisseur. De sorte à et en fait on va lui faire une commission de rapporteur d'affaires, de sorte à ce que le tarif pour le client ne soit pas plus haut que ce doit être. Et du coup, alors à l'inverse, quand tu mets en relation, euh, est-ce que si le client signe avec certains prestataires, est-ce que tu as aussi une commission? Je te dis n'importe quoi. C'est un mariage, tu mets en relation avec un DJ, mais ce DJ en définitive, il se trouve que tu lui envoies quand même pas mal de dossiers tout au long de l'année. Est-ce que vous mettez en place des partenariats ou pas nécessairement? Alors, avec les grosses maisons, j'ai tendance à le faire. Avec les petites maisons, les petites structures, je ne le fais pas. Par exemple, la fleuriste avec qui je travaille, c'est une petite structure. D'accord. Je ne demande pas de commission en fait parce que en fait on s'échange beaucoup. Elle me recommande beaucoup de son côté, je la recommande beaucoup et voilà. C'est en bonne Disons que intelligence. voilà, le business va se faire un peu en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai en face de moi une personne qui est très business, très entrepreneur, je vais pas hésiter à le faire parce qu'il le fera de son côté. Maintenant, voilà, ça va dépendre une fois de plus de qui j'ai en face de moi. Si j'ai le lieu, par exemple, un lieu, euh, euh, d'ailleurs, je pense que tu vas finir par me poser la question, est-ce que je suis en partenariat avec des lieux? Je vais tout de suite te répondre que oui, mais Ouais. avant ça, ce lieu-là, moi j'ai une commission à leur redonner. Donc si je vais réussir à marier un de mes clients chez eux, bien évidemment, je vais leur demander une commission parce que c'est moi qui sera venu avec mon client. D'accord. Et du coup, parce que est-ce que sur certains lieux, tu demandes l'exclusivité ou jamais? C'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse. Non, et d'ailleurs, c'est pas bon d'avoir une exclusivité sur un lieu
tout simplement parce que on en est dépendant de ce lieu-là. Et il n'y a rien de plus mauvais pour un business que d'être dépendant de quelque chose. Donc jamais je veux d'exclusivité. Alors parfois, ça peut arriver qu'on est un peu seul. Ça peut arriver qu'on est seul, qu'il n'y a pas de traiteur en face ou qu'il y ait des traiteurs mais qui ne viennent jamais en fait. Euh, Soit parce qu'on rafle tous les dossiers ou soit parce que le traiteur en face est trop cher. Et donc en fait, il y a une espèce d'exclusivité qui se met un peu en place, mais c'est naturel et il y a pas Oui, de contrat d'exclusivité. c'est pas obligatoire. Voilà. Et donc, Mais pardon, dis-moi. je refuserais toujours des exclusivités. Voilà. Hmm. J'ai déjà du mal à faire des partenariats avec des lieux. Donc, prendre une exclusivité, il faudra que le contrat il soit béton de chez béton et en ma faveur, évidemment. Non, et puis même pour un lieu, parce que nous, tu le sais, et toi aussi, hein, tu travailles avec plein de lieux, nous aussi on travaille avec plein de lieux événementiels. Je pense que quand on est un lieu dans lequel on accepte de faire venir des prestataires, chaque client peut avoir des goûts et des envies différentes. C'est peut-être aussi se fermer des portes, se fermer des potentiels marchés que d'être en exclusivité avec un seul prestataire, surtout sur la nourriture où c'est quand même très émotionnel. Donc, je trouve que c'est pas évident pour un lieu, même pour un lieu, je pense pas que c'est forcément une bonne idée toujours de se cantonner à un seul prestataire. Et du coup, juste pour revenir, tu nous l'as dit, je crois, rapidement, mais tu me disais que si le lieu t'intègre à ses plaquettes commerciales, etc., bref, t'apporte du business, toi aussi, parfois, tu reverses des commissions à certains lieux. Ça va dans les deux sens. Tout à fait, on reverse une commission de parce que ce lieu-là va nous rapporter du business, donc on va leur reverser une commission Oui. sur notre chiffre d'affaires. Alors la commission c'est assez vaste. Parfois on reverse une commission sur facture, parfois on reverse une commission uniquement sur les denrées alimentaires, parfois c'est uniquement sur il y a tout un tas de choses. La seule chose où moi je défends un petit peu on ne reverse jamais de commission sur la partie du personnel. Il faut savoir que quand on fait un devis, il y a Oui. toujours une ligne où on parle du personnel, c'est le montant du personnel. On ne gagne jamais d'argent sur du personnel, c'est une dépense pure et dure, et donc on ne reversera jamais de commission sur le personnel. Sinon, nous, on en déficit. Oui, bien sûr. Ah oui, je me posais une question quand tu fais chef à domicile. Alors, quand tu vas chez des particuliers, c'est peut-être plus simple parce que les cuisines des particuliers sont peut-être plus ou moins bien équipées. Mais je me posais la question quand tu es chef en entreprise, ou d'ailleurs tu le disais au début, hein, c'est un peu la roulette, tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Est-ce que tu as dû t'équiper pour avoir un minimum de matériel mobile pour pouvoir ensuite avoir tous les éléments en main pour pouvoir délivrer un certain niveau de prestation? Oui, on est un petit peu équipé. Après, on fait toujours un petit point avec les clients. Dans 99% des cas, ils ont au moins une plaque de cuisson. Et dans 90% des cas, ils ont un four. C'est la seule chose dont on demande. Pas mal. Après, s'il n'y a pas de four, on peut toujours louer des étuves ou ramener un petit réchaud s'il n'y a pas, mais voilà. Donc s'équiper, non, il y a pas, j'ai pas eu un gros besoin de m'équiper. J'ai évidemment du matériel professionnel, j'ai mon camion frigorifique, j'ai des caissons isothermes pour me maintenir au froid quand on est sur site, mais j'ai pas eu besoin d'investir dans beaucoup de matériel quand on doit se déplacer chez des clients. Donc ça a plus été, tu as eu besoin de t'équiper pour avoir une cuisine de production qui corresponde à tes besoins et être équipé pour toute la partie transport. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un laboratoire qui est quand même à la pointe en termes de matériel. On a les fours dernier cri, on a un piano dernier cri, on a un outil qui s'appelle le Vario Cooking, qui est une espèce de sauteuse intelligente qui est créée par Rational. On a des Thermomix, en fait, on a tout. On a tout, on est très bien équipé pour une petite maison comme la nôtre. C'est énorme. J'ai d'ailleurs mes collaborateurs en cuisine qui me le disent. On n'a jamais vu autant d'équipements dans une maison comme la nôtre.
Et donc, mais ça, c'est une force, hein. Si on veut faire du bon travail, eh ben, il faut des bons outils. Oui, Ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. bien sûr. Ça, je le répète souvent, ça fait aussi partie de mes grands messages. Équipez-vous, 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 peu importe votre métier, votre cœur de métier. Ayez les bons outils à votre disposition parce que sinon ça va être très compliqué. Après, Euh, c'est les investissements sont lourds dans nos métiers, parce que c'est vrai qu'il oui, faut des véhicules frigorifiques, il faut des fours. Le moindre four coûte à minima 9 10 000 euros. ouais. Un labo, ça coûte très très cher, ça s'amortit, mais ça coûte très très cher. Donc, il faut faire très très attention. Et du coup, je vais repartir un peu sur, puisqu'on reparlait un peu business avec tout ce qui est amortissement, etc. Parce que tu disais, oui, on est très bien équipé pour une petite maison, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés pour comprendre un peu ton activité, par exemple, hors Covid, hein, parce qu'évidemment, ça fausse un peu tout, mais sur des périodes sans crise, t'es sur quel rythme? T'as combien d'événements par mois? Si on le lisse sur l'année, hein, parce que j'imagine que t'as une saisonnalité, évidemment, mais en moyenne, t'es dans quelle fourchette? Alors, en moyenne par an, on réalise entre 15 et 20 mariages. On a d'ailleurs pour leitmotiv de ne faire qu'un seul mariage à la fois. C'est encore une fois euh, une histoire de qualité pour nos clients. On fait à peu près 15 mariages par an. On organise chaque année 160 déjeuners ou dîners voilà, prestigieux, autour de 160, ça peut être 150, ça peut être 180. Chaque année, on a à peu près entre 50 et 70 cocktails dînatoires. Et on a chaque année une bonne dizaine de gros événements d'entreprise, des grosses soirées. Grosse soirée, c'est plus de 300 personnes. On a une dizaine. Voilà. Donc, si voilà, ça fait un peu de travail tout ça. Oui, Si je me trompe pas, pas mal déjà. ça fait à peu près entre 200 et 250 événements chaque année. Voilà. Ouais. Mais Euh, un événement, c'est aussi bien pour deux personnes c'est que ça. pour 500. Après le volume de personnes est très variable au vu de des différents services. Pareil, au début de l'épisode, tu disais que pour se faire connaître, tu t'étais diffusé sur différents canaux. J'aimerais bien savoir aujourd'hui, pareil aujourd'hui, sans trop prendre en compte la crise Covid qui, j'imagine, biaise un peu les choses, mais quels sont tes canaux principaux de demande? Par où arrivent tes clients? Parce que donc, tu disais que le bouche à oreille était important pour toi, mais en gros, si on devait faire un camembert dans les grandes lignes de d'où arrivent les demandes, c'est quoi tes grands axes de... Pour la partie mariage, donc c'est vraiment sur les sites de référencement. Pour les chefs à domicile, on va dire que 40% c'est la belle assiette et le reste c'est le réseau personnel. Ok. Pour tout ce qui est événements d'entreprise, alors il y a une petite part d'entreprises qui vont aller sur les sites de mariage pour nous trouver. Ça arrive parfois. Ah, c'est marrant ça. Oui, oui, ça arrive parfois. Et après, non, par contre, sur ces entreprises-là, c'est principalement du bouche-oreille, du réseau. Par exemple, parfois, j'ai des maîtres d'hôtel avec qui je travaille, qui connaissent beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, parce qu'ils ne travaillent pas que pour moi. Et donc, parfois, ils connaissent des clients et ils vont nous recommander pour l'organisation de certains événements. Et donc voilà, ça marche comme ça. Et on a un dernier canal. Bon, après, on a aussi les agences. J'en parle très peu parce que parfois, on a, par exemple, je pense à Sophie de Pépitari, qui Oui. va pouvoir nous appeler pour quelques événements, mais c'est pas la majorité de nos événements. Mhm. J'ai aussi dans cette catégorie-là, des fois, avec d'autres collègues chefs, on s'envoie les prestations, on s'envoie des clients si on peut pas les faire. Donc il y a aussi un peu ça. Mais le dernier canal, c'est on a une personne chez nous qui est externe, mais qui s'occupe de tous les marchés publics. Donc cette personne-là s'occupe de trouver des marchés publics,
me les présente. Si c'est un marché intéressant, on répond. Euh, et, euh, et après, ben, on voit si on gagne ou si on perd le marché. Alors ça, c'est intéressant. Comment ça se passe? C'est une personne qui t'a démarché ou c'est toi qui as trouvé cette personne? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé à faire ça? Alors, je fais partie d'un BNI, je pense que tu dois D'accord. connaître. Je fais partie d'un BNI dans mon secteur, boucle de l'Oise, oui, tout à fait. Dans ce BNI-là, j'ai rencontré une personne dont c'est sa spécialité. Il accompagne les entreprises à répondre sur des marchés d'appel d'offres publics. Et donc, je le rémunère pour ça. Hein. Il a Ça se passe fait un comment? dossier. C'est une commission ou c'est un frais fixe? Alors, il y a un frais fixe qui est un abonnement. Lui, après, il s'occupe de faire les dossiers et il touche une commission de succès. Ok. Voilà. C'est un pourcentage qui va dépendre un peu du montant de la prestation. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on a deux types de marchés publics. On a un peu le marché à bon de commande où on part pour 2 ans, 3 ans ou plus. Et donc là, c'est une histoire de confiance un peu entre lui et moi. Et je fais un reporting, on va dire mensuellement, de ce qui a été fait, et je vais lui reverser sa commission. Ou alors après, c'est un appel d'offres qui sera fait sur un one shot. Par exemple, là, on a répondu sur un marché pour le mois de janvier pour les seniors à Issy-les-Moulineaux. Donc c'est un déjeuner de 1000 couverts à peu près. Euh, donc, si on gagne ce marché, il touchera une commission, mais là, c'est un montant qui est fixe. D'accord. Et ça, t'es content? C'est intéressant? C'est quelque chose que Alors, tu... on en est au début, on n'a pas encore gagné de marché, D'accord. euh, mais la façon dont... Alors, j'ai quelques marchés publics hein, déjà, parce qu'en fait, les auditeurs ne le savent pas, mais j'ai racheté au mois de février un confrère traiteur qui, qui voulait lever le pied, et donc j'ai racheté pour pouvoir reprendre les cuisines et me rapprocher de chez moi. Bon, une histoire D'accord. personnelle derrière. Et ça m'a permis d'acquérir un certain vivier de clients. Et dans ces clients, il y avait des marchés publics. D'accord. Euh, et donc, je connais un petit peu le secteur, mais sur les nouveaux marchés sur lesquels on, on répond, j'ai pas encore assez de recul pour savoir si je peux être content ou pas. Mais par rapport à la façon dont on commercialise, dont on travaille et ma vision, on doit être à peu près les seuls sur la région de Paris à travailler comme ça. Et donc, on a un dossier qui est tellement béton que je me fais pas de soucis. Oui, non, j'ai jamais, moi, j'ai jamais vécu ça dans mes précédents expériences professionnelles et on m'avait jamais fait ce retour d'expérience, donc je trouve que c'est très intéressant. Et alors j'ai une autre question parce que je rebondis sur ton rachat. Est-ce que le fait Pardon, est-ce que le fait de savoir qu'il avait certains marchés publics a aussi été un argument pour toi de racheter ce traiteur, ce Oui, confrère? en fait, j'ai racheté ce traiteur qui s'appelle La Fontaine aux Délices. En fait, c'est une maison qui a 33 ans. Donc, c'est pas une maison qui date d'hier. Une maison qui est solide, qui est réputée, connue dans le secteur de Cergy-Pontoise, là où on se situe, euh, et qui a des clients. Il y a des clients, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là, et donc aujourd'hui, je les ai repris. Euh, et donc oui, ça a été un argument de vente pour le vendeur, et ça a été quelque chose de rassurant pour moi, parce que je me suis dit bon bah voilà, effectivement, je vais racheter une entreprise avec un fichier client. Il faut que ce fichier client il puisse me faire vivre aussi, parce que sinon on peut aller à la catastrophe. Et donc pour moi, ça a été rassurant de savoir que dedans il y avait quelques marchés publics, parce que bon, moi, on n'aurait pas tout perdu. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une super idée. Pour se développer, je trouve que c'est vraiment très Et intéressant. en fait, si tu veux, j'ai aussi racheté cette entreprise au-delà du fait que je vais me rapprocher de chez moi. Ça me permettait de me faire connaître dans le secteur où la Fontaine aux Délices était implantée, parce que en fait, ils sont très très réputés sur le secteur, et moi je n'étais pas du tout connu.
Et donc, ça me permet de me faire connaître autour de nos locaux, en fait. D'accord. Et du coup, j'imagine que le fait que ça soit pas forcément une marque, enfin c'est une marque d'indépendant, euh, le prix du coup peut être intéressant parce que quand on quand on entend les rachats dans la presse, etc., on est toujours sur des gros rachats. Mais j'imagine que l'investissement vs le retour que tu peux avoir par rapport à la réputation qu'ils ont, à la fidélisation qu'ils ont sur plusieurs années et à certains marchés qu'ils ont qui tournent, qui sont actifs, c'est un investissement intéressant. C'est l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Bon, alors on te posera la question. Il faut pas oublier que j'ai signé chez le notaire un mois avant le Covid. Oui. Donc là, ça, c'est une situation exceptionnelle, mais non, je suis très content de cet investissement. Il y a pas de souci. Ça démarrait très fort, hein. On avait tous les clients ont joué le jeu et m'ont fait confiance au début, hein. Pendant un mois, on a cartonné. J'ai même fait 30% de plus de chiffre d'affaires que l'année dernière. Donc ça veut dire que les clients étaient au rendez-vous au mois de février et n'ont pas lâché parce que ça a changé de propriétaire, parce que l'ancien propriétaire était un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il jurait que par le chef de cuisine. Donc c'est un métier, voilà. Donc on verra, mais aujourd'hui non, tout va bien se passer. Et je pense que à partir du mois de septembre, ça va reprendre. Magnifique. Et du coup, parce qu'on parlait, on a légèrement évoqué la fidélisation. Est-ce que toi, t'as un retour des clients assez régulier? Bon, hors mariage, j'imagine, où c'est un événement, mais sur tes clients entreprises, euh, même sur certaines familles qui peut-être ont l'habitude d'utiliser tes services pour des événements ponctuels, familiaux. Est-ce que t'as pas mal de retours ou c'est quand même difficile de fidéliser? Non, fidéliser finalement, moi j'ai de la chance d'avoir un vivier de clientèle qui sont très très fidèles. J'en ai, ça fait des années que je travaille pour eux. J'ai des familles entières où j'ai les oncles, les tantes, les frères, les enfants. Euh, et donc, euh, voilà. Après, les retours de clients sur des mariages, c'est un peu plus difficile d'obtenir parce que bah, derrière, ils s'envolent en voyage de noces, donc c'est un peu plus difficile. Mais on va dire que le noyau dur, qui est quand même mon activité principale, c'est le chef à domicile. Euh, j'ai, ça fonctionne un petit peu. C'est presque du privé en fin de compte, ou clientèle assez haut de gamme. Et donc, la façon dont, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la façon dont c'est fait, les clients vont me recommander et parfois on peut tomber sur quelqu'un de très connu qui sera dans la politique ou dans le show business. Et donc on n'a pas le droit de décevoir. Et donc en fait, euh, faut être toujours pareil. Il faut être constant au niveau de la Dans consistency. sa qualité. Donc, t'as pas forcément de stratégie de fidélisation. Euh, tu, tu essayes simplement, enfin, ce qui est déjà pas mal, hein, mais d'être constant sur tes prestations, de traiter tout le monde de la même manière, de toujours avoir une qualité irréprochable, que ce soit en cuisine, au niveau du service, etc. Et c'est la façon par laquelle les clients, c'est la satisfaction client qui fidélise en fait. C'est ça. C'est ça. En gros, qui même me suivent. C'est une Donc, bonne. j'ai un de mes clients qui m'avait dit une fois, au-delà de mon talent, au-delà de, voilà, il me dit, vous avez beaucoup de talent, vous avez une personnalité attachante, vous êtes touchant et votre côté naturel fait qu'on a envie de travailler avec vous. Et Oui. donc ce client-là, ben voilà, j'ai travaillé avec lui de nombreuses années. Bon après j'ai arrêté, mais c'est pour d'autres raisons. Euh, et donc voilà. Donc c'est pour ça que là, non, j'ai pas de stratégie pour fidéliser les clients. Je ne fais pas des 10 prestations achetées, la 11e offerte. Non, je fais pas ça. D'accord. Euh, En fait, c'est vrai que quand on fait appel à mes prestations, en fait, les gens ils veulent Guillaume Moult. Ils veulent pas Saveur Parisienne. Saveur Parisienne, c'est le nom de l'entreprise, mais en fait, les clients ils s'en fichent. Les clients ils veulent Guillaume Moult. La petite aparté, au mois de juin, j'ai fait un devis pour un de mes clients et il a reçu le devis Saveur Parisienne.
Il m'a dit, mais saveur parisienne, c'est vous, parce que moi, je veux pas saveur parisienne, je veux Guillaume Munt. Mais je lui dis non, saveur parisienne, c'est mon entreprise, c'est moi. Mais en fait, les gens ont tellement l'habitude de m'appeler par mon prénom Guillaume, ils ont tous mon portable, que voilà, ils veulent Guillaume Munt. Ils veulent pas, si pour un chef à domicile, j'envoie un de mes chefs, c'est compliqué. Alors, ils peuvent l'entendre parfois quand ça m'arrive, comme tout le monde, d'être malade, euh, et Oui, ou pour pas planter les j'imagine gens, pour ou l'agenda, très, parfois aussi, s'il y a deux événements qui se croisent, ça peut être un peu ça peut compliqué. arriver. Euh, et donc voilà, donc c'est les gens veulent moi et je pense qu'ils veulent ma personnalité aussi. En fait. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais je confirme. C'est vrai que tu as un contact particulièrement facile et dans le monde de la cuisine, pareil, pour l'avoir bien pratiqué, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je pense que bah, ça crée aussi un lien un peu spécial parce que on n'a pas toujours cette expérience avec d'autres chefs. Donc, ça crée vraiment une particularité. Je voudrais je voudrais savoir si justement par rapport au Covid, est-ce que pour toi t'as dû te diversifier sur d'autres sur d'autres choses, revoir un peu tes prestations ou pas tellement parce que finalement ça s'est quand même maintenu assez pour que tu restes à flot et est-ce que tu as des projets pour le futur? Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que j'ai l'impression que ta stratégie c'est pas forcément de devenir le futur le nôtre, que tu es plus voilà, tu veux j'imagine bien vivre de ton activité mais continuer à la faire comme tu l'entends et pas devoir faire des compromis sur ta relation avec les clients etc. Ce qui du coup est enfin tu pourras pas avoir 1000 événements par jour, tu pourras pas être partout. Donc quelle est ta vision? En fait, ma vision, elle est un peu en cohérence avec un peu nos commandements, c'est-à-dire qu'on a Oui. on a 6 commandements Mhm. et, Tu peux par nous les rapport à ces citer? commandements, oui, je vais les citer après, mais par rapport à ces commandements, effectivement, je ne pourrais pas être le prochain, le nôtre ou le prochain Potel et Chabot. Déjà, j'en ai pas l'envie. J'ai envie de rester une petite structure. Euh, là par contre, c'est le businessman, c'est le chef d'entreprise qui parle. Je pense que euh, si demain je doublais mon chiffre d'affaires ou si je triplais ou si je quadruplais, je ne suis pas certain qu'à la fin du compte, au bout, dans la dernière ligne, au bilan, ce soit mieux qu'aujourd'hui. Hmm. J'en suis presque convaincu. Euh, et donc c'est pour ça que ma vision, c'est rester une petite maison. On est quand même 5 à travailler dans l'entreprise, donc ça fait quand Pas même pas mal. mal. Pas mal, et ça fait un petit peu de monde. Et donc, je pense il faut continuer à avancer, mais il faudra pas basculer du mauvais côté. C'est-à-dire que Ouais. je pense qu'il faudra s'arrêter, et je vais le sentir. Il faudra s'arrêter au bon moment. Parce qu'à un Ouais. moment donné, de toute façon, on continue trop, on va devoir de toute façon déménager, refaire des investissements, et ce sera peut-être l'étape de trop. Et il y a beaucoup d'entreprises qui cassent la gueule à cette étape-là. Nous, nos commandements, c'est la fraîcheur des produits. Donc, tous nos produits sont achetés en majorité en circuit court et sont reçus à l'état brut dans notre labo. Et oui. Ce qui va ensuite, c'est la saisonnalité. Donc, on est respectueux des saisons. On a un peu une espèce de petite charte environnementale. Donc, on fait attention à nos déchets. On est un peu engagé, on essaie d'être éco-responsable et puis humain. Donc ça, c'est pas côté humain, c'est plus pour que nos collaborateurs puissent exercer leur activité. Donc on fait attention à avoir une bonne qualité de vie au travail, c'est très important. Euh, voilà. Le fait maison, évidemment, euh, évidemment, fraîcheur des produits, saisonnalité, fait maison, c'est voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Le savoir-faire, euh, l'expérience que j'ai, mais aussi la formation, c'est-à-dire que je me forme régulièrement, je me tiens au courant des nouvelles tendances, je visite des salons, je forme mes équipes, j'envoie mes équipes en formation,
Je mange régulièrement au restaurant. Alors ça, tu vas me dire, mais ça, c'est pas du savoir-faire. Mais bien sûr que si. Quand on va au restaurant, euh, on acquiert du savoir-faire. En tout cas, on voit des choses On observe des et choses, ouais. on observe des choses. Voilà. Innovation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un laboratoire avec des technologies, des fours dernier cri. Et évidemment, la convivialité, ça a été un peu le fil conducteur de ce podcast, mais et je crois que les auditeurs l'auront compris. Euh, Moi, je suis là pour donner une émotion gustative aux clients et pas pour faire des chichis. Voilà, c'est ce que j'ai dit Oui. tout à l'heure. Donc, on est très pro, mais je reste pareil. Que je me trouve en face du président de la République ou de un parfait inconnu, je serai pareil. Et c'est vrai que je trouve que la convivialité, ça te correspond bien. Tu as dit ce mot, je me suis dit, ah oui, ça c'est bien Guillaume. C'est Et donc c'est parfait. par rapport au, par rapport au Covid, c'est vrai que pendant le Covid, au début, j'étais comme tout chef d'entreprise, je pense, un peu catastrophé. Où, beaucoup de questions et encore aujourd'hui. Hein. Pendant le Covid, donc j'ai fermé l'entreprise pendant 3 semaines parce que il y a aussi cette peur de l'attraper, on savait pas trop. Mhm. Et puis au bout de 3 semaines, j'ai réouvert l'entreprise parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire, déjà parce que c'est pas dans ma nature, Ouais. et puis parce que tu dis, il y a quand même une entreprise, il y a des emplois, on vient d'investir lourdement pour racheter un confrère, déménager. Si l'entreprise doit faire faillite, je pourrais me dire que j'aurais pas rien fait, je serais pas resté chez moi à me À croiser les attendre. doigts. Ouais. Ah, et donc, j'ai très vite repris le chemin des cuisines et en fait, au début, on faisait une petite formule entrée, plat, dessert qu'on livrait. Donc au début, c'était le week-end, puis petit à petit, ça a été le week-end, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai eu aussi mon groupe de BNI, qui est d'ailleurs un petit canal, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est aussi un canal de rapporteurs d'affaires Ouais. et par Ouais. recommandation, euh, qui m'ont beaucoup fait travailler et beaucoup soutenu parce que j'étais parmi les chefs d'entreprise de groupe les plus impactés. Donc voilà. Euh, le Covid fait beaucoup réfléchir. Euh, Finalement, moi, je m'en sors pas si mal sur le plan financier. Après, peut-être parce qu'on a les reins un petit peu solides, que ça fait un petit moment qu'on existe, et que voilà. Si je m'étais créé en début d'année, je pense que c'est mort, hein, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'on a pu attaquer le Covid avec un bon état de trésorerie, et heureusement, sinon on serait très très mal. Euh, mais voilà, et comment je vois le futur? Finalement, on va continuer notre chemin tel que je l'ai tracé, tel que je l'ai toujours voulu. On va peut-être axer encore plus sur le chef à domicile, Mhm. euh, sur cette partie-là. Et je pense que d'ailleurs, à mon avis, cette activité-là risque d'évoluer beaucoup dans les prochains mois, C'est possible. euh, parce que les gros événements, ça va être compliqué. Hein. Nous, on Oui, devait il va y avoir un ralentissement, c'est sûr, en tout cas pour l'instant, des gros événements. Donc, les entreprises n'auront pas forcément les budgets pour organiser des gros événements parce que tout le monde a été impacté et donc tout le monde va faire très attention mm. à leur à leurs finances. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que moi, je suis plus dans l'observation. Je fais pas une stratégie à 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je suis dans Oui. l'observation. On va voir comment se passe 2020, comment va se passer 2021, et puis après, on verra. Mais avec une certaine confiance, parce que tu me disais quand on a commencé l'épisode que tu t'attendais à un mois de septembre où vous alliez pas vous Oui, tourner les pouces. tout à fait, tout à fait. Par exemple, ce week-end-là, nous avons un mariage samedi, un mariage dimanche. Et dimanche, en parallèle, nous avons aussi un brunch pour 60 personnes. Oui. Euh, et, euh, et donc, quand je vois un petit peu ce qui se présente sur Booking Check, du coup, sur le planning,
on a déjà des petites choses qui se présentent. Le 5 septembre, j'ai un chef à domicile. Le 4 septembre aussi, j'ai une réservation à la Belle Assiette hier soir. J'ai un club de foot qui m'a commandé un événement pour le 5 septembre. On a les pompiers du Val d'Oise qui est en marché public. On a un événement le 12 septembre. On a un mariage le 12 septembre, le 26 septembre. Donc le mois de septembre s'annonce bien. Alors il faut savoir que chez moi, dans l'entreprise, j'ai 2 mois forts dans l'année où on fait les plus gros chiffres d'affaires, c'est juin et septembre. D'accord. Donc je pense que septembre cette année sera bien et après on verra. Voilà. Et après, on verra. En fait, nous habituellement on a une visibilité sur 2-3 mois. Là on est plutôt on était pendant le Covid à 3 jours de visibilité Ouais. et là on est mois. à 15 jours, un mois, pas plus. Ouais. C'est à peu près les tendances. C'est les Positif, tendances. c'est important en tant que chef d'entreprise de rester positif parce que si moi-même je me mords, les équipes elles seront pas rassurées, ils seront pas déjà qu'ils sont pas bien. Et même pour les clients aussi. Pour les clients et donc il faut rester vaillant et il faut faire preuve de convivialité. Voilà. Non, il faut être résilient. Oui. Je suis complètement d'accord. Si on veut te joindre, le meilleur moyen, c'est d'aller. Il y a ton site internet, saveurparisienne.fr ou .com. Alors, www.letraiteur-paris.fr. Tu vois. Alors, c'est pour des questions de référencement qu'on a fait ça. Voilà. Et après, il y a sur Instagram, tu as un compte Guillaume Muntz. Je mettrai évidemment, il y aura ton prénom et ton nom en titre de l'épisode, etc. Donc, ce sera très facile de te trouver sur Instagram. Voilà. Sur Facebook, Saveur Parisienne. Ok. Et après, sur La Belle Assiette, vous avez aussi des menus profils. Sur LinkedIn, tu es sur LinkedIn aussi? Je suis sur LinkedIn, Guillaume Muntz et Saveur Parisienne. Super. Et voilà, et après, tout simplement, mail et téléphone. Magnifique. De toute façon, en commentaire, on remettra tout ça pour qu'on puisse te trouver facilement. Guillaume, ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs vont être grandement inspirés par tout ce que tu mets en place. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Écoute, Clémence, merci de m'avoir reçu. C'était très intéressant. On a très bien papoté. Je reviendrai avec plaisir si tu m'invites. Ah bah, et on parlera cuisine. On fera le suivi. On fait le passage par Paris. N'hésite pas à venir me voir. On a toujours quelque chose à grignoter. Magnifique. Je prends note. À bientôt, Guillaume. À bientôt. Merci.